Et salut Moussaillon, on se retrouve pour faire le résumé de la 13e semaine du Vendée Globe. Cet épisode sera le dernier de cette série. À la fin de cette vidéo, je donnerai évidemment le nom du vainqueur du concours de la semaine dernière. Et j'aurai aussi une petite annonce à vous faire sur un nouveau format qui viendra remplacer celui-ci. Mais je vous en dis plus à la fin. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite sur la cartographie disponible sur le site du Vendée Globe. Et ce que je propose, c'est de faire un petit résumé de la situation où on s'était arrêté la semaine dernière. Alors déjà, les 10 premiers participants du Vendée Globe sont arrivés. Il y a le 11e participant qui va devoir arriver dans les prochains jours, qui est Armel Tripon, qui actuellement s'est mis à l'abri au large du Portugal et de l'Espagne pour laisser passer en fait la grosse tempête et pour pouvoir essayer de se faufiler entre la dépression qui arrive et la tempête qui est devant lui et qui souffle dans le golfe de Gascogne. Un peu à l'arrière, on a Clarisse Kremer qui elle aussi a juste pour objectif de rentrer, elle n'est pas menacée directement par ses concurrents et donc elle se tient à l'écart justement de cette grosse dépression. On voit qu'ici il peut y avoir jusqu'à 59 vents établis, ils n'ont pas envie d'être là-dedans évidemment, mais malgré cela Clarisse Kremer va quand même rencontrer de grosses conditions, tout comme Armel Tripon. Un peu à l'arrière on a Jérémy Bayou et Romain Athanasio qui sont un petit peu bloqués dans une molle et tout à l'arrière on peut voir qu'il y a les trois retardataires. Donc Harry Hussela, Alexa Barrier et Samantha Davis, qui seront donc les derniers skippers à atteindre les Sables d'Olonne. Donc maintenant repassons à l'avant et allons voir Armel Tripon et avançons un petit peu. Hop 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 hop. Donc là on peut vraiment voir les égouis que Armel Tripon a fait au large du Portugal pour vraiment attendre que la tempête passe. Et malgré cela, l'arrivée de Armel Tripon sera quand même très musclée et on voit que la dépression le suit de très très près. Donc continuons encore un petit peu à avancer. Hop 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 hop. Et voilà, donc Armel Tripon est bien arrivé, il est bien arrivé 11e de cette course. Il était parti avec des problèmes techniques, beaucoup de problèmes techniques dès le début de la course, ce qui l'a beaucoup ralenti, c'était un concurrent pour la victoire finale. Et le problème c'est qu'au début de la course, il a été donc ralenti par ces problèmes techniques qui l'ont empêché de prendre les bonnes fenêtres météo, comme ceux qui ont gagné la course à la fin. Mais malgré cela, il a quand même réussi une très très bonne remontada. Il est passé tout de même de la 32e place à la 11e place, donc il a vraiment montré qu'il était très performant. Et en plus, les vacations qu'il envoyait à terre étaient vraiment de très bonne facture, il avait toujours le smile, toujours la joie de vivre, donc c'était super agréable de le voir naviguer. Donc on espère le revoir évidemment dans 4 ans sur le Vendée Globe. Donc continuons un petit peu à avancer. Pof, 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 pof. Et voilà, donc Clarisse Kremer va arriver au Sable d'Olonne. Elle va un petit peu ralentir pour être sûre de ne pas rencontrer des bateaux de pêche comme l'a fait Boris. Elle a essayé son système AIS, donc elle repérait bien les cargos, mais elle avait peur de se prendre des bateaux de pêche qui parfois n'ont pas d'AIS. Donc elle la joue tranquille évidemment, son but c'était d'arriver. Et c'est comme ça que le 3 février, Clarisse Kremer est arrivée 12e du Vendée Globe. Donc en fait c'est un très très beau résultat pour Clarisse. Je vous rappelle qu'il y a 5 ans, elle commençait la course au large par le mini 650. Donc en fait, c'est une progression assez incroyable. Et elle a réussi à faire ce résultat-là en 2 ans de préparation. Donc c'est vous dire le potentiel qu'a Clarisse pour ses prochaines courses. Et évidemment, on a hâte de la retrouver dans 4 ans. Un peu à l'arrière de la course, on peut voir que Jérémy Bayou et Romain Athanasio se rapprochent des Açores et qu'eux aussi vont rencontrer un très gros vent et aussi de la très grosse houle, des très grosses vagues. Et c'est principalement ça qui va beaucoup les ralentir dans leur progression. Donc ça va être une semaine très frustrante en fait pour Jérémy Bayou et Romain Athanasio qui maintenant veulent vraiment arriver. Voilà, maintenant une fois en fait que les premiers sont arrivés dans la tête d'un petit peu de tous les skippers, la course est quelque part un petit peu terminée et maintenant forcément au bout de presque 3 mois de course, les skippers sont fatigués et ils ont envie de rentrer. Et moralement aussi ça va pas être facile pour le groupe des poursuivants, le groupe de 6 skippers, parce que eux ils vont devoir contourner l'anticyclone des Açores en passant beaucoup par l'ouest. Donc évidemment c'est pas quelque chose que vous voulez au niveau trajectoire, on aimerait faire la trajectoire la plus courte en passant directement par les Açores, mais là c'est quelque chose qui est pas possible au vu de la météo. Là on voit vraiment qu'il y a un passage sans vent et les fichiers météo évidemment ne leur recommandaient pas du tout de passer en coupant directement par les Açores. Ils étaient obligés d'aller à l'ouest pour continuer à avancer vite, et bon pour eux aussi, même si ce sont des marins passionnés, là ça y est ils ont un petit peu envie de rentrer, et ça c'est à ce moment là où les skippers doivent faire attention parce qu'il peut y avoir ils peuvent être un peu moins attentifs, il peut y avoir un petit peu plus de laisser aller, et c'est dans ce moment là où ils peuvent faire un peu moins attention à eux-mêmes et que des accidents peuvent se produire, donc ils doivent rester concentrés jusqu'à la fin. Heureusement, c'est un petit groupe qui est assez proche, et là on peut voir même que les 4 foilers de ce groupe-là sont en train de se détacher et qui vont un peu se tirer la bourre jusqu'à la fin. Ça reste des compétiteurs, donc ils vont faire une petite course entre eux évidemment. À l'arrière de la course, on peut voir que Samantha Davis, Alexa Barrier et Harry Hussela vont rentrer dans les Alizés. Donc eux ils ont passé un Cap Horn assez difficile, ils avaient rencontré des vents de 30 à 50 nœuds en passant le Cap Horn avec des creux de 7 mètres. Donc c'est beaucoup, donc ça va être un peu plus reposant de passer dans les Alizés. Cela dit, Miranda du bateau Campagne de France, Miranda qui se trouve ici, actuellement dans le Poteau Noir, avait reporté que les alizés en fait n'étaient pas très stables et que les vagues n'étaient pas très régulières, donc le bateau tapait beaucoup. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout reposant pour un marin, parce que si le vent n'est pas régulier, ça veut dire qu'il faut très régulièrement changer les voiles.
Donc en fait, soit on change pas les voiles et on est moins performant, soit on change les voiles et on se fatigue, et si le vent il rechange d'un coup, bah il faut rechanger les voiles, bref, ça fait beaucoup de manœuvres. Et au niveau des vagues, si les vagues ne sont pas régulières et la houle n'est pas longue, en fait le bateau ne va pas glisser sur les vagues, mais il va taper. Et ça évidemment c'est quelque chose qui est pas du tout agréable, hein, surtout quand on vit H24 sur son bateau. Donc revenons un petit peu à l'avant de la course, et avançons un petit peu. Et là on voit que pour ce petit groupe là, en fait il y a un front qui va les pousser exactement dans la bonne direction vers les Sables d'Olonne, donc qui va être trop portant. Et donc là on peut comprendre pourquoi ils sont partis à l'ouest, parce que regardez, s'ils étaient partis à l'est, en fait ils auraient eu un vent de face, et ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux de remonter vers les Sables d'Olonne. Donc là encore ça illustre bien que parfois la trajectoire la plus courte n'est pas la meilleure, mais bon évidemment les skippers auraient préféré une trajectoire courte avec un vent portant, ça aurait été plus simple pour eux. Et à l'avant de la course, on va pouvoir voir que Jérémy Bayou va bientôt arriver. Donc on va avancer un petit peu pour le voir franchir la ligne d'arrivée. Hop. Et là même si on zoome, eh bien on voit qu'on assiste actuellement aussi à l'arrivée de Romain Attanasio hein, qui vient de passer la ligne. Donc Jérémy Bayou est arrivé 13e et Romain Attanasio 14e. Jérémy Bayou au départ de la course avait un objectif assez clair, c'était de remporter le Vendée Globe. Malheureusement, il a eu des problèmes techniques assez importants, donc il a dû faire un demi-tour. Hein. Vous voyez, là on voit encore sa trajectoire, où il a dû faire un demi-tour au Sable d'Olonne. Il est retourné au port de départ, il a réparé son bateau, il est reparti. Donc il est parti dernier, et il a réussi à remonter à la 13e place. Donc lui aussi, il a très bien remonté, il allait très vite. Et il a annoncé d'emblée, en rentrant, qu'il voulait repartir, et que le fait d'être au milieu de la course, il a pu voir un autre aspect de la course, un aspect peut-être un peu plus humain et un peu moins dans la compétition. Donc c'était un retour d'expérience assez intéressant de sa part. Dans ce petit groupe de 6, on voit très bien hein, que la lutte va être assez serrée entre Arnaud Boissière, Stéphane Le Diraison, Alan Roura et Kojiro Shiraishi, c'est-à-dire les 4 foilers de ce groupe-là. Évidemment, Piper sans foil ne se laisse pas trop distancer, hein, elle arrive quand même à bien les tenir. Et Didac Costa reste quand même un petit peu en retrait depuis plusieurs jours, donc à voir s'il ne va pas trop se faire distancer ces prochains jours. Et à l'arrière, on peut voir qu'Isabelle Joschke a quitté le Brésil, donc évidemment elle a abandonné la course, mais elle va pouvoir boucler son tour du monde, et en plus elle va le faire avec Samantha Davis. Donc elles ont décidé toutes les deux de naviguer côte à côte pour remonter l'Atlantique et rejoindre le Sable d'Olonne. Alors on peut se souvenir que dans les 10 premiers cette année, il n'y a que des hommes dans le top 10, hein, tout simplement. Et en fait, c'était Samantha Davis et Isabelle Joschke qui étaient attendues dans le top 10 hein, cette année. Malheureusement, elles ont eu toutes les deux des problèmes techniques, mais sans ces problèmes techniques évidemment, elles auraient pu naviguer pour la lutte, pour la victoire finale. Et donc on espère les revoir dans 4 ans. Et à l'arrière, évidemment, on retrouve Arius Sela et Alexa Barrier, qui eux devront arriver fin février début mars pour finir leur Vendée Globe. Et une fois que eux seront arrivés, eh bien l'édition de ce Vendée Globe sera bien terminée. Voilà, donc maintenant je vous propose de passer sur Virtual Regatta pour aller voir un petit peu les prévisions météo pour la suite, pour les skippers réels et pour les skippers virtuels qui ne sont pas encore arrivés, et pour dévoiler le nom du vainqueur du concours de la semaine précédente. Et voilà, donc on se retrouve sur Virtual Regatta, et comme vous pouvez voir, ça y est, pour ma part j'ai terminé la course, j'ai terminé environ 138-139 millièmes. Bon, j'avoue être un petit peu déçu pour ce résultat, j'espérais à peu près arriver dans le top 80 000. Malheureusement j'ai fait une très mauvaise décision stratégique au large du Brésil, hein, ce qui m'a coûté beaucoup de place. Mais bon, déjà, ce classement-là, c'est quand même pas si mal, et j'ai bien pu boucler ce Vendée Globe, donc je reste content. J'ai même appris qu'il y a eu un Vendée Globe virtuel des classes, et que ça a été remporté par l'équipe Les Tartiflettes, donc une classe de CM1, CM2, qui vient du Bouchet-Montcharvin. Je connaissais pas vraiment ce village, mais en tout cas, ils sont arrivés 36e, donc bien joué à eux, et bien joué à leurs profs, évidemment. Et maintenant, je propose de regarder ensemble les prévisions météo, hein, qui vont se passer environ entre les Açores et les Sables d'Olonne, pour voir ce qui nous attend les prochains jours, et ce qui attend les skippers les prochains jours. Donc aujourd'hui là on voit très bien cet anticyclone qui se situe ici, et un front qui donne du vent aux skippers ici, situé au nord des Açores, et voyons comment la situation évolue. Alors là dans 36 heures, on peut voir un petit centre de dépression ici, un petit centre de dépression ici, hein, qui va amener beaucoup de vent portant à tous les skippers qui sont passés au nord des Açores. On voit aussi une dépression qui se forme bien à l'ouest. Ici, pour ceux qui veulent rejoindre les Açores, là c'est très compliqué, hein. Peut-être qu'il faut faire comme ce groupe de Arnaud Boissière où il faut passer très à l'ouest, parce que là il y a vraiment très peu de vent et c'est du vent de face. Mais tout ici, là on a un bon vent portant et c'est très pratique pour entrer au Sable d'Olonne. Et là on voit encore que le train des dépressions, hein, les dépressions là, elles s'enchaînent. Là il y a une dépression qui se décale vers l'est, celle-là aussi se décale vers l'est, et elle va pouvoir emporter les skippers. Voyons voir dans 4 jours. Regardez, dans 4 jours il y a encore une dépression qui se forme, hein, qui va encore se décaler vers l'est. Donc on peut en déduire que si ça y est vous avez un petit peu passé les Açores,
a priori, jusqu'à l'arrivée au Sable d'Olonne, ça devrait bien le faire, vous devriez avancer vite et arriver très rapidement. Et voilà, donc maintenant je propose de vous donner le nom du vainqueur du concours de la semaine dernière et l'énoncé du concours de la semaine dernière. Eh bien, en fait, je vous demandais tout simplement ce que vous voudriez voir prochainement sur cette chaîne YouTube, donc les prochains concepts de vidéos qui vont suivre après celui-là. Donc ça pouvait être en rapport avec n'importe quoi qui a un rapport évidemment avec la voile, et vous m'avez donné de très nombreuses idées. Donc la première idée que j'ai retenue, c'est l'idée de Corentin, c'est donc va dans un voilier de Charal, donc aller visiter l'IMOCA de Jérémy Bayou. Alors oui, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, donc à voir si c'est possible, déjà de visiter un IMOCA, c'est celui de Jérémy Bayou, bah tant mieux. Donc une fois que les skippers seront bien rentrés, que le bateau sera bien retapé et que les équipes seront un petit peu moins dans le rush, et bah peut-être que je pourrais essayer de contacter l'équipe pour vous faire une petite visite d'un IMOCA et vous montrer à quoi ça ressemble. Mais malheureusement, Corentin, j'ai pas ton pseudo Virtual Regatta, donc j'ai pas réussi à te retrouver. Il y a aussi donc l'idée de 45 Beffroi. Donc 45 Beffroi, c'est un skipper de l'association Sailing Team qui m'a très longtemps accompagné. On était côte à côte pendant très longtemps sur le Vendée Globe. Et donc toujours avec mon erreur au large du Brésil, et bah il m'a complètement semé. Et finalement, il a terminé bien devant moi. Mais en tout cas, son idée c'était de remonter la Loire jusqu'à Orléans. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est pas facile à faire parce que déjà, il y a du courant évidemment. Et s'il y a du courant et qu'il n'y a pas de vent, on recule. Et aussi parce que dans la Loire, il y a beaucoup de sable et donc parfois il y a des bancs de sable qui se forment. Et donc à certains endroits, il y a moins de profondeur. Et certains bateaux ont besoin d'un petit peu de profondeur pour pouvoir naviguer. Donc je vais un petit peu étudier la chose, mais si c'est réalisable, et bien peut-être que c'est un défi que j'aimerais bien tenter de faire. Et enfin, il y a l'idée de Louane, donc qui me propose de faire des vidéos drôles, et ça évidemment que je vais continuer, C'est beaucoup mieux d'apprendre en rigolant évidemment, on va continuer l'humour, et aussi d'aller un petit peu sur la voile légère, donc ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais bien faire très prochainement, parce que moi aussi j'ai très envie de reprendre la voile légère, et je pense que c'est une très bonne voie de passer par la voile légère pour apprendre le croiseur. Et voilà, donc Loane il est arrivé 186 millième, donc c'est un très bon classement aussi. En plus je vois que tu as les couleurs Hugo Boss, et voilà, toi t'as réussi à terminer, donc est-ce qu'on peut dire que tu es meilleur qu'Alex Thompson en navigation? Sûrement, tout à fait. Et j'ai aussi retenu deux autres commentaires, parce qu'en fait elles font un petit peu la transition sur l'annonce que je voulais vous faire en fin de vidéo. Donc c'est les commentaires d'Alexis Trail et de Didi, qui ont proposé tous les deux de passer sur d'autres jeux. Donc ces deux personnes-là ont un petit peu deviné mes projets pour la suite. Donc évidemment sur cette chaîne YouTube, tout va continuer comme d'habitude. Les vidéos de voile en réel vont continuer, ça ne va pas changer du tout. Mais ce que j'aimerais bien commencer, c'est les vidéos en live. Donc l'avantage des vidéos en live, c'est qu'il y a un échange direct avec vous. Et donc je trouve que c'est un échange parfois un petit peu plus humain que l'espace commentaire qu'on a sur l'espace YouTube. Alors qu'est-ce qu'on fera pendant ces lives? Eh bien principalement du jeu vidéo autour du monde de la voile et du monde de la mer de manière générale. Donc je pense inaugurer ces lives avec Virtual Regatta Inshore pour que je vous montre ce jeu et qu'on joue ensemble si vous accrochez. Alors pour participer à ces lives, ce sera pas sur YouTube mais ça sera sur la plateforme Twitch. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc Twitch est une plateforme un petit peu comme YouTube qui permet à des personnes de diffuser en live de la vidéo. Donc il vous suffit d'aller sur Twitch, de vous créer un compte, c'est entièrement gratuit. Et ensuite d'aller chercher dans la barre de recherche les topos d'invoque. Donc tout attaché, hop comme ça, les topos d'invoque. Et vous pouvez donc cliquer sur ça et ensuite, une fois que ça a chargé, cliquez sur le bouton suivre pour savoir quand est-ce que je serai en live. Ou sinon de manière plus simple, je vous mets évidemment le lien dans la description, donc je vous laisse aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Alors quand est-ce que je serai en live? Eh bien c'est pas encore décidé, mais j'aimerais faire au moins une session par semaine, et donc n'hésitez pas en commentaire à m'indiquer à quel horaire vous êtes susceptible d'être intéressé de venir participer à ce live. Donc par exemple mardi à 20 h ou jeudi le matin. Bref, dites-moi ce qui vous plairait. Donc évidemment, je jonglerai aussi avec mes disponibilités. Et en tout cas, ces sessions commenceront bientôt. Donc pour être averti, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment Twitter, Instagram et Facebook. Voilà, donc j'essaie d'être un maximum actif sur les réseaux sociaux, chose que je n'arrive pas forcément à faire, mais je vais essayer de progresser ces prochaines semaines. Mais en tout cas, c'est sur ces réseaux-là que vous serez avertis. Et voilà, moi c'est donc la fin de cette série de vidéos sur le Vendée Globe. J'espère que vous avez apprécié ce double suivi sur le Vendée Globe virtuel et sur Virtual Regatta. Évidemment, les vidéos sur de vrais voiliers vont reprendre de plus belle, la saison approche à grands pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, bon vent, ciao ciao.